Bien, bonjour à tout le monde. On va d'abord régler les ultimes questions de date et d'organisation en cette fin de période. Alors, le prochain séminaire, si je puis dire régulier, aura lieu le lundi 10 juin. Ça, vous pouvez le noter. Et ce sera évidemment le dernier de l'année académique 2023-2024, le 10 juin. Mais, c'est le deuxième point, il y aura un séminaire intermédiaire entre le présent séminaire et celui-là, le lundi 27 mai, dans les mêmes conditions ordinaires de temps et de lieu, le 27 mai. Et ce séminaire sera consacré à des questions qui me seront posées, qui m'auront été posées par ceux d'entre vous qui ont des questions à poser à partir du contenu du séminaire de la présente année. Donc ce sera un séminaire à discussion. Alors, comment va fonctionner ce séminaire particulier? Les questions auront dû me parvenir par écrit avant la séance du 27 mai et, si possible, avant le 25 mai. Et pour cela, vous devez les rédiger aussi fermement et brièvement que possible et les envoyer par mail à ma secrétaire Isabelle Vaudose, dont vous devez par conséquent noter l'adresse mail que je vous dicte. Et à cette adresse mail, vous envoyez les questions qui sont les vôtres, préparatoires à cette séance du 27 mai. Alors, l'adresse mail est la suivante: isvodose, I-S-V-O-D-O-Z, isvodose, @gmail.com. Donc, isvodose, I-S-V-O-D-O-Z, @gmail.com. Voilà. Et je pense que il sera intéressant que vous produisiez des questions qui sont vos vraies questions et que nous puissions les discuter, consacrer un temps régulier à leur discussion le 27 mai. Voilà. Alors, ceci noté pour l'avenir, je reviens vers la question que je me propose de traiter aujourd'hui. Alors, comme je l'ai souvent dit et comme j'ai eu l'occasion de le redire ici, je pense que la philosophie existe sous conditions et que ces conditions sont ce que je nomme les procédures de vérité. Et ces procédures de vérité sont au nombre de 4: la science, l'art, la politique et l'amour. Donc, 4 procédures de vérité sans lesquelles on peut démontrer qu'il n'est guère question, ou qu'il ne peut pas même être question, de ce qui est couramment appelé philosophie. Donc, c'est un premier point que je signale en passant. La philosophie est une discipline subordonnée, d'une certaine manière, à l'existence de formes diverses de l'expérience humaine proprement dite et de ce qui a pu en être rationalisé. Elle n'est pas le point de départ absolu que quelquefois elle prétend être, à savoir la science, les arts, la politique et l'amour. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui traiter devant vous, c'est un exemple particulièrement tendu de ce rapport à l'intérieur des 4 procédures de vérité, en examinant à la fois le lien et la distance
qui semble exister entre, d'un côté, les sciences et principalement le cœur de l'activité scientifique, c'est-à-dire les mathématiques, d'un côté, et de l'autre, la création artistique. Je vous laisse en exercice, quitte à en parler dans un séminaire à venir, une autre très intéressante question paradoxale, celle du lien possible entre les deux autres procédures de vérité, c'est-à-dire, en vérité, entre politique et amour. Voilà deux duos que je souhaite interroger devant vous. Aujourd'hui, le duo du rapport entre mathématiques et activité et création artistique, et une autre fois, et peut-être quand nous aurons l'occasion de discuter, de parler, le rapport paradoxal entre politique et amour. Mais là, aujourd'hui, et à titre d'exemple, nous allons traiter de la question du rapport, de l'opposition peut-être, ou du non-rapport, mais en fin de compte du rapport, même sous la forme d'un non-rapport, qui peut exister entre les mathématiques et les activités artistiques. 2 des 3 et 4 procédures de vérité. Alors, historiquement, on peut prétendre que l'examen et l'existence d'un lien entre la science d'un côté, y compris la science du nombre, la mathématique rigide d'un côté, et de l'autre les activités esthétiques, créatrices, artistiques, est une question qui a reçu des réponses très anciennes. Ce n'est pas du tout une question qui surgirait dans la modernité. Déjà, les pythagoriciens, dans l'Antiquité, nouaient la science du nombre, non seulement déjà au mouvement des astres, mais aussi aux modes musicaux. Nous savons que l'architecture babylonienne et égyptienne supposait un savoir géométrique élaboré, même si la notion de démonstration n'était pas encore complètement dégagée. Il y avait néanmoins une corrélation pratique réelle entre mathématiques et figures artistiques de la construction des bâtiments. Et plus anciennement encore, on trouve des tracés formels ou abstraits dans les représentations animales, dans les grandes décorations préhistoriques, tracés formels ou abstraits liés, on ne sait trop comment, à la figuration animale qui domine, sans que nous sachions précisément, évidemment, aujourd'hui, à quoi correspondent exactement ou correspondaient ces mélanges. Par conséquent, premier point, la question que je pose ici est une question qui a trouvé des réponses pratiques, des réponses réelles, et qui est la corrélation entre ces deux procédures de vérité, apparemment très éloignées l'une de l'autre, qui sont, disons, l'arithmétique ou la mathématique d'un côté et la présentation effective de l'œuvre artistique. À titre d'exemple, sans les reprendre ici, on voit tout de suite que la question existe, premièrement, et que, deuxièmement, elle est ancienne. Alors, pour le philosophe que je suis, et ça c'est une autre proposition, l'entrée dans notre question, l'entrée dans cette question, comment mathématiques et activités artistiques peuvent être couplées en tant que condition de la philosophie,
je pose que l'entrée dans cette question, on peut la faire, à vrai dire comme beaucoup d'autres questions philosophiques, dans la disposition sur ce point contrastante de Platon et d'Aristote. Il y a, à proprement parler, une pratique et une théorie platonicienne du rapport entre mathématiques et esthétique, et il y en a aussi une formulation aristotélicienne. Alors pour Platon, rappelons-le, la mathématique est fondamentale au sens où en réalité elle est médiatrice entre l'expérience ou la relation au monde sensible d'une part, la pure intellection ou mouvement dialectique, comme dirait Platon, d'autre part. Au fond, Platon exalte la mathématique, très présente dans son œuvre, d'un point de vue qui la rapporte à l'être en soi, dont la forme est ce qu'il appelle l'idée. Il en voit naturellement l'impureté, résultant de ce qu'elle doit affirmer des hypothèses, nous disons des axiomes aujourd'hui, sans pouvoir les déduire d'un principe suprême général, comme Platon par contre va le faire pour la philosophie proprement dite. De là, pour Platon lui-même, l'infériorité de la discipline mathématique par rapport à la dialectique philosophique. Mais ça ne doit pas dissimuler sa supériorité, la supériorité des mathématiques sur toutes les formes de savoir empirique. Et d'autant plus que la mathématique, comme vous le savez, est plus structurale. Elle est moins engagée dans des intuitions invérifiables. Platon aurait sûrement admiré, dans la mathématique contemporaine, les constructions raffinées, quoique particulièrement abstraites, de Galois ou de Grothendieck. Il aurait applaudi la vision ontologique des mathématiques dans sa forme moderne, celle de Kronecker par exemple, et dans l'ordre de la philosophie contemporaine des mathématiques, il se serait rallié au réalisme simple de Gödel ou au réalisme dialectique d'Albert Lothman par exemple. Ça pour les mathématiques. L'art, de son côté, est par contre tenu par Platon en suspicion, par la complaisance qui est la sienne à imiter les objets naturels, l'imitation étant pour Platon une discipline secondaire. Platon est de ce point de vue le premier formaliste, au sens de ce qui va nous guider dans toute cette histoire, qui est la question d'une théorie des formes. Et vous voyez évidemment comme le mot « forme » va pouvoir se glisser dans la corrélation entre la scientificité mathématique et la réalisation esthétique. Pour Platon, tout mouvement de pensée véritable vise une forme qui est arrachée au réel et le transcende. Les arts imitatifs, poésie descriptive ou peinture, restent pour lui captifs d'une forme immédiate, juste au bord de l'informe, au lieu de s'en séparer pour exhiber une forme pure, dont pour Platon les formes immédiates, les formes perceptibles ne sont que des conséquences faibles. On peut dire que, pour la question qui nous occupe, Platon stigmatise les effets purement décoratifs ou purement mélodramatiques de la peinture en trompe-l'œil ou des tragédies sanguinolentes. Enfoncer les gens, il en fait le procès, enfoncer les gens dans une sorte de stupeur illusoire ou cultiver en eux les affects sensationnels, bien évidemment, Platon pense que cela détourne les gens de l'idée, avec un grand I, et les accoutume en fait à l'informe. Et c'est une manière de les corrompre pour mieux les dominer.
Mais toutefois, il va concéder que dans ce qu'ils ont de meilleur, le monde sensible et son imitation artistique peuvent aussi jouer le rôle de médiation vers l'idée. Si ce n'est pas du point de vue de la pensée, ça sera du point de vue de l'affect. L'admiration amoureuse pour la beauté d'un corps ou d'un poème peut servir d'entrée à la saisie non moins admirative, pour Platon, de l'idée du beau. L'art, en somme, vous voyez, si l'art s'astreint à une sorte de sévérité, s'il se tient plus près de la forme que de son origine naturelle ou psychologique, l'art peut au moins désigner vers où il faut chercher pour trouver la sortie de la caverne ignorante. Platon aurait certainement reconnu à cet égard, faisons des anachronismes sérieux, il aurait reconnu, je pense, la grandeur de Corneille ou de Poussin, mais aussi celle de Mondrian, de Kandinsky ou même de Pierre Boulez. Il aurait aussi apprécié la volonté didactique de Bertolt Brecht, l'idée de Brecht que le théâtre est fait pour ruiner les illusions du public et montrer l'envers du décor social et politique. Alors au fond, ce qu'on peut dire, c'est que pour Platon, la mathématique joue dans l'ordre du vrai le rôle que l'art épuré peut jouer dans l'ordre du beau. Et ce rôle est celui d'une médiation, d'une introduction au pouvoir émancipateur de la dialectique. Finalement, alors pour nous approcher d'une conclusion sur notre problème, ce qui pour Platon apparente l'art et les mathématiques est qu'ils nous enseignent l'un et l'autre juste au bord de l'empirique, mais sans s'y réduire, ce que c'est qu'une forme, nous permettant par là même d'entamer notre ascension vers la saisie purement formelle des idées. Et donc, Platon est celui qui dégage de façon conceptuellement la plus claire dans son origine le caractère fondamental de la notion de forme dans le rapport qui nous occupe. Au fond, il y a un élément irréductiblement formel dans la science et d'un certain point de vue, il y a dans l'art également une recherche artificielle, technique, de nouveaux principes formels. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce problème est traité dans des termes et des résultats tout à fait différents par Aristote. Ce problème est donc un des multiples problèmes qui permet d'examiner cette dualité originaire de la philosophie que compose finalement le tandem Platon-Aristote. D'abord, pour Aristote, c'est directement et de façon tout à fait explicite que la mathématique relève de l'esthétique. Lui, il voit là une collision immédiate. Une démonstration, pour Aristote, n'est pas à proprement parler vraie, elle est essentiellement belle. Entre parenthèses, les mathématiciens contemporains sont souvent d'accord. Ils sont d'accord pour parler de la beauté d'une démonstration, dans sa brièveté, dans sa nouveauté. Et ça, c'est un point aristotélicien. Aristote développe ce point, je vous le signale, dans les livres Bêta et Mu de sa métaphysique. La conclusion est sans appel. Après avoir dit, je le cite, « Les formes les plus hautes du beau
sont l'ordre, la symétrie et le défini. Donc voilà comment il appréhende conceptuellement la question artistique. Les formes les plus hautes du beau sont l'ordre, la symétrie et le défini. Aristote déclare, formule tout à fait surprenante et intense, le beau est l'objet principal des démonstrations mathématiques. Voilà donc, d'une certaine façon, la réduction philosophique de la disposition scientifique à l'esthétique. Alors que, naturellement, Platon, lui, en conservait la différence. Cette conclusion est évidemment se place dans un contexte absolument opposé à celui de Platon. Il n'est aucunement question dans tout cela d'une poussée vers la vérité de l'idée, comme ce serait le cas chez Platon. Vous le voyez ici, pour Aristote, les mathématiques sont une pure esthétique de la pensée. En fait, on pourrait la définir comme ça, les mathématiques comme esthétique de la pensée. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont aucun rapport avec l'être, avec le réel. Pour Aristote, les objets mathématiques, les mathematica, comme il dit, n'ont en vérité aucune réalité objective, indépendante, aucune existence purement intelligible, comme c'est le cas pour Platon. Je le cite. « Il est manifestement impossible que les choses mathématiques aient une existence séparée des êtres sensibles. » Donc, il y a, d'une certaine façon, une polémique chez Aristote contre l'idée d'une réalité de la figure mathématique. Mais en même temps, et presque contradictoirement, il est tout à fait impossible que ces objets mathématiques existent dans le sensible sans pouvoir en être séparés. Ils n'ont donc d'une certaine manière ni une existence séparée des êtres sensibles, ni une existence véritable dans le sensible. Comme dit Aristote, les objets mathématiques, c'est une formule qui m'a toujours impressionné, les objets mathématiques, au regard de notre expérience sensible, ne sont ni séparés, ni inséparés. C'est ce qui fait probablement leur côté parfois fascinant. En vérité, ils n'existent pas en acte. Ils n'ont ni existence physique, ni existence métaphysique. Ils sont de pure construction fictive qui consiste à faire semblant d'affirmer l'existence séparée de ce qui, en réalité, ne peut être réellement séparé. Par exemple, là aussi, redonnons des exemples significatifs, on dira que la sphère mathématique, c'est-à-dire l'objet mathématique sphère, existe en séparant, aux yeux d'Aristote, en séparant la sphéricité de toute sphère réelle. Et on dira que cette séparation est impossible. Dans le réalisme aristotélicien, on ne peut pas séparer une détermination de ce dont elle est la détermination. Donc, la sphère mathématique paraît apparaître comme une fiction intenable. Eh bien, finalement, nous dit Aristote, cette séparation, cette fiction impossible, c'est la fiction mathématique elle-même. Donc, la mathématique est, dans son être même, une fiction. Et du coup, voilà qui nous amène à notre problème en son cœur. Et du coup, va-t-il dire, la norme de la fiction mathématique est la beauté transparente des relations simples qu'elle construit à partir d'objets qui n'existent pas. Autrement dit, vous voyez, la mathématique, c'est une esthétique de l'inexistant. Et c'est peut-être une version défendable du charme qu'elle exerce. Lorsque on est réellement charmé par les mathématiques,
il est peut-être vrai qu'on est chargé du charme évident d'objets qui paient ce charme du prix de la non-existence. Alors je pense que, de ce point de vue-là, Aristote aurait aimé le formalisme axiomatique contemporain qui dit un peu cela, qui dit les formes mathématiques n'existent pas à proprement parler, je déclare leur existence. Le côté axiomatique de la mathématique est une prise de parti sur l'existence, de telle façon qu'après tout, on peut toujours soutenir que cette existence n'est que le résultat que d'une décision et non pas d'une expérience. Au fond, Aristote se serait réjoui d'un fameux énoncé de Russell, du mathématicien Russell, qui disait en substance qu'en mathématiques, et pour lui, ça n'était pas du tout une polémique, qu'en mathématiques, je le cite, on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Donc, on est dans l'espace fictif, au sens même où on ne peut pas parler de façon existentielle. Aristote aurait aussi applaudi à la présentation par Bourbaki, groupe de mathématiciens français, des mathématiques comme étant d'abord et avant tout un jeu d'écriture, comme existant dans le mouvement même de l'écriture. Si on regarde maintenant l'art, proprement dit, puisque notre question est les deux déterminations fondamentales que sont la science mathématique et l'art, Aristote est tout aussi anti-platonicien. Il exclut des processus artistiques toute vocation à l'idée ou toute révélation de l'être. Au fond, pour Aristote, la mathématique, qui n'est ni physique ni métaphysique, est une esthétique. Et de même, l'art, n'étant aucunement une connaissance, relève de l'anthropologie pratique. Ce qui compte, va dire Aristote, dans l'acte artistique, c'est son effet sur l'affect du spectateur ou du lecteur ou du témoin. Et l'idée générale d'Aristote que cet effet est de purification, on dirait aujourd'hui, je pense, plutôt un effet de sublimation. Au fond, l'art nous identifie momentanément, par des moyens artificiels, à des situations d'exception. L'art est la science de la production d'exceptions sublimes. Et au fond, ce faisant, il nous débarrasse des rêveries gênantes, des inhibitions diverses que le réel de ces situations provoque en nous. Pour Aristote, l'art, c'est tout simplement une intervention subjective et sociale. Il est une dimension de ce qu'on pourrait appeler l'éthique collective. Alors lui, Aristote, depuis son tombeau, il applaudit au mouvement contemporain, à certains mouvements contemporains qui assignent à l'art des fonctions qu'on peut dire de sublimation critique de tout ce qui est violent ou même répugnant. Il se reconnaît dans le théâtre et la cruauté d'Artaud, dans la morbidité de l'expressionnisme allemand, dans les chorégraphies du corps exposé, supplié, souillé. Et au fond, il partage avec nombre de créateurs artistiques contemporains la conviction que ce qui compte dans l'activité artistique, ça n'est pas la forme, mais l'effet. Ça n'est pas la vérité, mais la sincérité expressive. Ça n'est pas la séparation, mais l'immanence. Ça n'est pas le différé et l'éternel, mais c'est l'action, ici et maintenant. Aristote regarde d'un œil, toujours depuis son tombeau, n'est-ce pas? Il regarde d'un œil bienveillant dans l'art contemporain les performances et les installations que Platon, lui, ne fréquenterait pas.
peu importe la précarité du montage, la pauvreté délibérée de tout, vive le trash, la déchirure, l'excrément, l'horreur cadavéreuse, si tout cela opère sur les témoins une chimie subjective neuve. Via cette opposition, nous parvenons à un carrefour complexe, qui est toute la difficulté de notre problème. Art et mathématiques, c'est le premier choix. Art et mathématiques définissent-ils des processus de vérité tout à fait distincts, mais qui touchent à l'être même de ce qui est, fût-ce dans la dimension pure de l'idée? Ou est-ce que art et mathématiques sont-ils l'un et l'autre dans des registres qui n'ont aucun rapport avec la connaissance vraie de ce qui est, laquelle est physique, à coup sûr, peut-être métaphysique, mais ni mathématique ni artistique? Ou encore, si vous voulez, le beau et le vrai désignent-ils des parcours totalement distincts dans leur point de départ et leurs moyens, mais dont la direction est commune? Ou bien est-ce que le beau désigne-t-il un domaine de fiction, mathématique ou artistique, séparé du vrai, et dont la portée est esthétique ou éthique, mais nullement théorique? Deuxième choix, elle va porter sur quelle est la notion commune aux deux, dont j'ai souligné que c'était la notion de forme. La notion de forme est-elle le point réel où convergent l'art et les sciences, l'art et les mathématiques? N'est-ce pas dans la notion de forme qu'on trouve ce qui leur est principalement commun? Et dans ce cas, nous allons avoir une sorte d'intrication, au moins locale, des mathématiques et de certains des arts. Une intrication formelle, une intrication devant la forme. Ou bien tout cela est inexact et il s'agit d'une pure homonymie, parce que dans cette deuxième hypothèse, la forme désigne en mathématiques le cristal langagier des structures, et en art, le moyen approprié de séduire ou d'entraîner les sujets, voire même l'inconscient de ces sujets, en isolant, en reformalisant et en exposant des fragments du réel sensible. Alors oui, chacune des options offertes au premier choix, dans ce très difficile examen, en réalité, des procédures de vérité, se divise à son tour en deux. Ce qui va générer à ce stade de l'examen, pour ce choix fondamental, quatre options. Quatre options qui vont fixer pour toujours, comme font les balises dans un port, la grande discussion épistémologique et esthétique sur le rapport ou le non-rapport entre science et art, entre mathématiques et art. Ça va se diviser selon les variantes de la perspective de Platon et de la perspective d'Aristote. Alors, si l'on adopte, pour le premier choix, la perspective platonicienne, selon laquelle mathématiques et art, beauté et vérité peuvent et doivent être l'un et l'autre dans le plan de l'idée et préparent à la même dialectique, reste à savoir quelle est alors l'étendue de leurs différences et lequel des deux a la préséance dans cette différence. La question peut se dire ainsi: mathématiques et art ont l'une et l'autre de possibles fonctions didactiques pour un sujet qu'on suppose orienté vers l'idée,
ou orienté par l'idée. Mais quelle différence entre ces deux didactiques? Vous savez, l'histoire et la projection philosophique de cette question est très claire. Pour Platon, Descartes ou Spinoza, pour Husserl, ou à vrai dire pour moi-même, ce sont les mathématiques qui, les premières, sauvent la pensée. Pour Schelling, pour Nietzsche, pour Heidegger, pour Wittgenstein ou pour Deleuze, c'est l'art qui ouvre la voie. Nous distinguerons donc, sous le signe commun d'une idée qui peut faire rupture avec l'aliénation de la vie ordinaire, deux tendances, la tendance A et la tendance B. Je commence à construire des régions où vous saurez laquelle habiter. La tendance A dira: c'est la mathématique qui, dans l'histoire de l'humanité, ouvre la pensée au règne à la fois rationnel et suprasensible de l'idée. À ce titre, elle nous donne un paradigme à partir duquel juger ce qu'est un art digne de ce nom, c'est-à-dire un art qui affirme lui aussi, à partir de matériaux sensibles, que les sujets peuvent désirer l'idée. Cette tendance, nous la nommons platonicienne. Elle est sans aucun doute, il faut le dire, la plus éloignée des préoccupations démocratiques contemporaines. La tendance B dira: c'est l'art qui délivre d'abord, sous sa forme sensible, la puissance de l'idée. C'est lui qui élève les sujets au-dessus du ressentiment. Lui qui permet une affirmation glorieuse de ce qui est. Comme le soutenait Schopenhauer, sans la musique, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La mathématique va parfois dans la même direction, notamment dans les événements théoriques radicaux par lesquels elle s'impose contre les opinions vulgaires et aliénantes. Ainsi, quand elle affirme que la mesure d'un segment peut être irrationnelle, ou encore des énoncés aussi peu acceptables qu'il existe une infinité d'infinis différents. Mais dans son existence ordinaire, qui est académique, elle demeure au mieux un jeu inférieur, au pire une discipline asservie aux méfaits de la technique. Alors cette seconde tendance, qui critique à l'évidence la mathématique au profit de la soumission esthétique, nous pourrons la nommer nietzschéenne. Supposons maintenant que nous adoptions la perspective aristotélicienne, selon laquelle art et mathématiques ne sont aucunement sur le plan de l'idée ou de l'être, mais ont des fonctions anthropologiques limitées, esthétiques dans un cas, éthiques dans l'autre. Alors la question qui se pose dans le cadre aristotélicien, c'est de savoir, de l'intérieur d'une anthropologie générale, si on peut ou on ne peut pas unifier ces deux fonctions. La fiction mathématique peut-elle être située sur le même plan que la création artistique? En somme, pour abréger la question, le mathématicien est-il finalement un artiste du langage ramené à ses différences essentielles? La tendance C dira que finalement, oui. Quand Aristote lui-même évoque comme critères l'ordre, la symétrie et le défini, il est clair qu'il pourrait parler de l'architecture aussi bien que des mathématiques. Il peut avoir
une esthétique mathématique, forme extrême de la fusion de nos deux dispositions, et nous en connaissons les critères. Il y a le principe d'économie. Pour un mathématicien, une axiomatique est plus belle si on limite raisonnablement le nombre des axiomes. Une démonstration est plus belle si elle est plus courte, ou si elle se dispense de moyens compliqués pour parvenir à une sorte de simplicité élémentaire. Quiconque a travaillé avec des mathématiciens connaît cette dimension esthétique que prend la démonstration selon un certain nombre de critères qui est la longueur, la brièveté, l'importance, etc. Il y a aussi en mathématiques un principe de totalisation rationnelle. En mathématiques, une théorie est magnifique si elle intègre une foule de résultats antérieurs dispersés et si elle fait voir pour la première fois la cohérence de cette dispersion. Et tout cela peut valoir, après tout, sans grand changement pour toutes sortes d'activités artistiques. Vous pourrez en faire l'exercice. Voyez du côté des règles du théâtre classique, telles que maniées par Racine, de la narration romanesque dans les œuvres de James, ou de la construction des grands poèmes didactiques de Hölderlin, de la fonction du leitmotiv chez Wagner, du pouvoir synthétique des immenses tableaux religieux de Tintoret, de la fonction du silence chez Webern, du traitement de l'espace chez Nicolas de Sahel, ou du principe des séries chez Anselme Kiefer. Il est très difficile de ne pas considérer toutes ces dispositions esthétiques comme très comparables à la manière dont on évalue en mathématiques la puissance des axiomes nouveaux. On peut alors conclure, dans cette troisième vision des choses, la mathématique est en réalité, dans son être le plus profond, une branche de l'esthétique. Ce qui autorise à dire que, s'agissant du même problème, on préférera la belle démonstration à la vilaine, même si, dans les deux cas, la chose est démontrée. Alors nous appellerons cette tendance, la tendance C, donc, la tendance aristotélicienne. Et enfin, la quatrième tendance, la tendance D, se prononcera, elle, par une forte dissymétrie entre art et mathématiques. Elle s'opposera formellement à la précédente. Dans la même orientation initiale, c'est-à-dire la valeur anthropologique de l'art et des mathématiques, on considérera que quand même l'esthétique mathématique diffère radicalement de tout autre. La tendance sera en fait de rabaisser la valeur de l'esthétique mathématique à raison de sa pauvreté subjective, du fait que dans l'espace même de l'anthropologie, elle ne parvient aucunement à servir l'homme dans ce qui lui importe vraiment. Les jeux d'écriture mathématique seront considérés comme trop arbitraires et abstraits pour venir au lieu où se décide vraiment la seule chose importante, qui est le sens de la vie, l'expression critique de ce qui entrave la libre expression créatrice du sujet humain. L'esthétique mathématique sera tenue pour froide, impersonnelle, voire même dépourvue de tout sens. En tout cas, on signera qu'elle n'a pas de rapport profond à l'intériorité et à l'inconscience du sujet, et que c'est cette intériorité que l'art a, lui, pour fonction d'ébranler, de toucher, d'exprimer et de sublimer. La fonction critique et éthique de l'art sera tenue pour essentielle. Nous nommerons cette tendance Wittgensteinienne. Wittgensteinienne. C'est sans doute
je le dis au passage, la tendance dominante aujourd'hui, parce qu'elle est adéquate à ce que j'appellerais, mais j'en parlerai une autre fois, l'humanisme victimaire contemporain. L'humanisme victimaire contemporain. Alors finalement, nous avons le point de vue de 4 tendances platoniciennes, nietzschéennes, aristotéliciennes et wittgensteiniennes. 4 tendances différenciées par le mode propre de rapport ou de non-rapport qu'elle institue entre l'art et la science. C'est à partir de cela que nous devons revenir sur ce qui est apparu comme en dessous, une discussion sur le concept de forme. Le mot de forme a-t-il ou peut-il avoir le même sens dans les 2 disciplines qui nous occupent aujourd'hui à travers les 4 figures de sa disposition? Alors, vous voyez, que la question de l'art soit celle du déplacement de la frontière entre ce qui a une forme et ce qui a tenu pour informe est une évidence. Après tout, on peut lire toute l'histoire de l'art moderne et contemporain comme la progressive inclusion d'une part grandissante d'informes dans les dispositifs qui sont formels, au moins en ceux-ci qui sont séparés, furent pas presque rien. Avec Duchamp, comme on sait, et cela dès le début du dernier siècle, la séparation de n'importe quoi, par exemple d'un urinoir ou d'une roue de bicyclette, est réduite à son exposition et à son étiquette nominale. Cela suffit pour que cet objet fasse fonction d'œuvre d'art et puisse être signé comme tel. Au fond, vous voyez, l'art est peut-être aujourd'hui le lieu où s'expérimente de façon infinie la lisière constamment déplacée entre l'immédiatement informe et le formel, comme le refus d'une stabilisation inébranlable du formel, comme la conviction que le non-formel ou l'informe peut à tout moment être pris, capturé dans une nouvelle figure du formel. Ce qui implique aussi l'exploration artistique contemporaine des différents modes de séparation et d'inséparation entre ce qu'un ou des sujets décident à ce qui est déjà donné. Aller le plus près de l'inséparation, réduire l'exposition, qui valide la signature à presque rien, est le but explicite du théâtre sans théâtre, de la performance incluse dans le tissu de la vie ordinaire, de l'objet exposé n'importe où, du bruit enregistré comme une musique, et ainsi de suite. Toute physionomie présente dans l'art contemporain. Au fond, je dirais ceci, qui reste à discuter, mais je pense que l'art contemporain demande en acte ce que c'est qu'une forme, en explorant les possibilités différentielles minimales de la forme, c'est-à-dire en se tenant tout près de l'informe. C'est en ce sens que l'art contemporain est un art aventureux. C'est un art d'exploration de l'informe, de telle sorte qu'on y décèle à la fin des fins la possibilité d'une forme. Et que par ailleurs, il soit question de forme en mathématiques, c'est aussi un aspect dominant des mathématiques contemporaines. À la notion primitive d'objet mathématique, comme les figures de la géométrie, les nombres de l'arithmétique et toutes ces figures bien connues de l'enseignement mathématique, a succédé le règne des structures et des relations constitutives de ces structures non réductibles à la notion d'objet.
Alors le paradigme formel peut changer. Il est certain que dominé par l'algèbre dans les années 30 du dernier siècle, par la géométrie topologique ou différentielle à la fin du même siècle, il est aujourd'hui constructiviste, algorithmique, sous la pression de circonstances extérieures. Au fond, nous avons la mathématique que mérite l'obsession des calculs financiers et la domination écrasante de l'informatique. Mais dans tous les cas, ce sont bien la nature des relations formelles qui définissent ces paradigmes intramathématiques et non l'existence supposée naturelle de tel ou tel type d'objet. La relation formelle est progressivement substituée à la notion immédiate d'objet. Alors le mot forme, puisque c'est lui dont l'examen nous importe, le mot forme signifie-t-il la même chose dans les deux cas? Un platonicien, donc un homme de la tendance A, répondra sans doute oui. Si forme veut dire ce qui nous oriente vers l'idée, une œuvre d'art ne méritera d'être admise que si, quelle que soit sa séduction sensible, ce qu'elle affirme est en dernière instance de nature purement intellectuelle. On pourra même dire, dans la vision platonicienne contemporaine, qu'une œuvre d'art est le mouvement articulé de ses propres formes. Ce qui la constitue est bien, comme en mathématiques, un système de relations. La différence sur ce point entre art et mathématiques est que l'art ainsi conçu se propose d'activer les relations directement dans le sensible, entre les différents blocs d'objectivité, sonore, visuel, lisible, qu'elle extrait du réel pour les exposer en public. J'irais jusqu'à dire que de ce point de vue, il n'y aura pas pour le platonicien de différence de nature entre une œuvre d'art et un théorème. On objectera que l'œuvre d'art est une singularité qui doit être vue, reçue, comprise. Mais un théorème aussi doit être reçu et compris pour qu'on ait une idée de ce que c'est que son existence comme théorème. Un théorème est-il plus opaque en tant qu'il se meut vers le plan des idées qu'une sonate de Boulez ou un tableau de Pollock? Demande-t-il à ses témoins des efforts de nature réellement différente? À mon avis, nullement. Un poème de Mallarmé ou de Wallace Stevens exigeait du lecteur de leur époque une attention à la nouveauté des relations mises en jeu du même type que les derniers quatuors de Beethoven exigeaient de l'auditeur ou de ce que comprendre la théorie de Galois demande en mathématiques à l'amateur éclairé. En conclusion, je dirais que je suis platonicien et que je parle au nom de la tendance A. Alors, le prix à payer, c'est une sévère discrimination dans le domaine de l'art, à laquelle on assiste dans cette tendance contemporaine. Il faut que l'identité ci-dessus évoquée, l'identité même aussi difficile qu'elle soit, entre le théorème de mathématiques et l'œuvre d'art, pour qu'elle soit pertinente, ça suppose une orientation artistique déterminée et que la lisière entre le forme et l'informe ne soit pas exagérément obscurcie. En mathématiques, même quand vous parlez de l'informe, quand vous faites une théorie du chaos, vous êtes dans des formalismes transparents. Le platonicien exigera de l'art que si près qu'il se tienne de l'informe, du trash, de l'obscène, la distance formelle qu'il détient soit perceptible et affirmée. Ce qui veut dire qu'il maintiendra le souci primordial
des relations entre les blocs de réels sensibles sans sacrifier cette perception des relations au mouvement spontané de l'expression ou au succès de l'effet violent. Alors, chacun trouvera sans peine des exemples de ce que cette position entraîne d'adoption et d'exclusion. Un homme de la tendance B, un Nietzschéen, ne raisonnera pas de la même façon. Pour lui, la forme dans l'art, c'est une projection de l'énergie vitale. C'est une excroissance créatrice de ce qui nous lie à la grande affirmation terrestre. Ça n'est pas, d'une certaine manière, une distance formelle perceptible et affirmée. Comme l'écrit Nietzsche, Zarathustra, mourant, tient la terre embrassée. Et ça, c'est la figure de la relation à la forme. L'art procède du corps. Et certes, il coupe avec les usages ordinaires du ressentiment, de la culpabilité, mais ce n'est que pour mieux découvrir l'affirmation qui constitue notre appartenance à la puissante vie inorganique. Il y a en revanche, aux yeux de cette tendance, dans la mathématique, quelque chose de rabougri et d'un peu grisâtre. On n'a pas l'impression de tenir la Terre embrassée quand on a compris un théorème. Même si la science est, surtout pour le premier Nietzsche, une discipline émancipatrice, elle ne l'est pas par sa dimension formaliste, absolument pas, mais par sa puissance critique, et notamment par sa puissance critique opposée aux préjugés chrétiens. Dans cette vision nietzschéenne, l'art n'a que faire des mathématiques, il doit plutôt nous en libérer, nous libérer des relations formelles pour nous permettre de découvrir la multiplicité infinie des interprétations, des variations. L'art doit rester aussi sauvage que possible, une sauvagerie lumineuse qui ne sacrifie nullement l'idée, mais qui exalte l'idée. Peut-être, dans nos temps, le manifeste de cette vision de l'art nietzschéenne est donné par la danse, mobilisation directe du corps. Et ce n'est pas pour rien que Nietzsche disait que Zarathustra est, je le cite, un danseur enragé. Alors, pour savoir ce qui se joue dans l'orientation nietzschéenne, celle d'un corps tout entier transporté et transfiguré, et celle d'une idée inséparée du corps, on regardera par exemple toutes les interprétations chorégraphiques du Sacre du Printemps de Stravinsky, de Nijinsky à Pina Bausch et tous les autres, en passant par Béjart et tous les autres. On y verra, on y lira, c'est une expérience qu'il faut faire, l'histoire de la forme corps, la forme vie, telle qu'elle dispense l'art, justement, de toute mathématique possible. Mais l'homme de la tendance C, l'aristotélicien, va lui tenir encore un autre propos. La forme, pour lui, c'est une abstraction commune aux arts et aux mathématiques, parce qu'elle accepte des normes générales qui surplombent les uns, les arts, comme les autres, les mathématiques. Ordre, symétrie, mesure des effets. Alors pourquoi cela? Parce que dans cette tendance, nous ne sommes plus sur le plan de l'idée, mais en fond dans la recherche d'une anthropologie raisonnable. C'est une anthropologie raisonnable qui distribue la norme éthique, la plus importante norme. Une norme qui promeut l'équilibre, l'épanouissement personnel, la venue de chacun à la place qui lui convient. Pour autant que les mathématiques sont une esthétique positive dans cette vision des choses, c'est parce qu'elles se gardent du monstrueux, de l'exception bizarre, des relations boiteuses, même quand elles rencontrent des obstacles apparemment pathologiques,
comme des rapports géométriques irrationnels, des fonctions continues qui n'ont pas de dérivées, des ensembles infinis de points dont la mesure est nulle, elles finissent par les intégrer quand même dans des théories systématiques. On pourrait dire que l'esthétique mathématique calme toutes les excentricités fictives de la raison, comme l'esthétique théâtrale nous purge des passions néfastes. L'aristotélicien, l'homme de la tendance C, est un humaniste, tout simplement. C'est lui qui, au nom précisément de la forme, se méfiera du formalisme exagéré de la théorie des ensembles, tout comme de l'abstraction du sérialisme intégral chez le Boulez des années 50. Il dénoncera la théorie des catégories comme non-sens abstrait, tout en même temps qu'il verra dans l'attraction des arts contemporains pour le morbide et les répugnants une exagération détestable. Au fond, l'aristotélicien est et demeure, quant aux formes, l'homme du juste milieu, en mathématiques comme en art. Ni trop proche de l'idée, et donc opposé au formalisme, ni trop proche de l'informe, et donc opposé au sensualisme. À cette condition, mathématiques et art ont en parage, ont en commun, ce qu'on pourrait nommer la bonne forme. Enfin, l'homme de la tendance D, le Wittgensteinien, proposera encore, et c'est la quatrième et dernière, une autre façon de voir les choses. Pour lui, c'est la prétendue forme mathématique qui est informe. Qu'est-ce en effet que l'idée, ou qu'est-ce la même chose que le salut moral du sujet? C'est ce qui outrepasse et le monde et le langage ordinaire et parvient à donner sens à l'existence, au-delà des jeux de langage auxquels l'empirie nous contraint. Cet au-delà de l'expérience ordinaire est de nature esthétique ou éthique. Et pour Wittgenstein, en personne, représentant qualifié de la tendance D, esthétique et éthique sont la même chose, la même forme, qu'il appelle l'élément mystique. Cet élément est affectif, éthique et esthétique. Il s'oppose à la forme mathématique qui est une monotone succession d'égalités, un calcul sans pensée, une forme creuse qu'on peut traiter, comme il le fait, Wittgenstein, de plaisanterie. Wittgenstein dira, je le cite, « Le sentiment des frontières du monde, voilà qui est mystique. » Et c'est bien là ce à quoi la forme artistique travaille sans relâche, former en chacun le sentiment nouveau des frontières du monde. C'est pourquoi la forme artistique est toujours lacunaire, imprévisible, instable. Elle expose l'incertitude critique de notre appartenance au monde, elle est nomade et fuyante. Le Wittgensteinien aimera les courtes pièces écrites par Schumann quand il était fou, les dessins de Picasso et non ses peintures, les pièces de Cage, l'art minimaliste, les aphorismes poétiques de Char, les performances. La vie de Wittgenstein lui-même est une suite de performances obscures. En définitive, dans cette vision, art et mathématiques ne partagent aucun concept commun de la forme. La forme des arts touche à la mystique, à la méditation mystique sur la pauvreté du monde. La forme mathématique et l'écriture répétitive des tautologies possibles.
Il y a donc, vous le voyez, ABCD, un quatuor discordant quant à la question qui nous occupe aujourd'hui et qui est en dernière instance celle de la forme, de la notion de forme en mathématiques et en art. Quatuor de 2 violons, d'un alto et d'un violoncelle. Je le récapitule. Le premier violon, la tendance A, le platonicien, nous dit que la forme, pour autant qu'elle est toujours le chemin vers l'idée, relève en définitive de la même orientation de l'action créatrice ou de la pensée, qu'il s'agisse de l'œuvre d'art ou du théorème de mathématiques. En définitive, cette première tendance, platonicienne en dernier ressort, conclut sur l'unité intrinsèque, quoique difficile à percevoir, du théorème de mathématiques et de l'œuvre d'art. Le deuxième violon, la tendance B, le nietzschéen, nous dit que la vraie forme, tout au contraire de ce qui est dit dans la thèse 1, la vraie forme est toujours issue de la vie terrestre et corporelle, qu'elle s'accomplit dans la danse existentielle qui nous ouvre l'affirmation dionysiaque, et l'art seul dispose de la puissance d'une telle forme. La mathématique est un exercice de moine. Elle a une odeur d'obsession coupable. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement qu'elle retrouve la vigueur de sa naissance, le retour éternel de sa violence grecque. La tendance B affirme l'identité entre création artistique et affirmation pensive. L'alto, la tendance C, l'aristotélicien, nous dit que toute forme est une production située dans l'espace anthropologique. Elle est donc toujours sous une norme humaniste et mesurée. Et il ne fait nulle différence sur ce point, qu'elle soit mathématique et artistique. Dans tous les cas, la forme, si elle est une vraie forme, dispose une fiction dans la dimension sereine d'un ordre. Cette tendance, cette troisième tendance, est la tendance, en vérité, la plus propice au conservatisme, dès lors qu'elle identifie largement la forme au maintien d'un ordre. La troisième tendance, le violoncelle, le Wittgensteinien, nous dit, elle, que toute forme est mystique et que l'élément mystique est justement ce dont la mathématique est absolument incapable. La vérité, pour aller au-delà de l'enclos du monde, explorer par le sentiment ses frontières, il y faut l'invention de formes esthétiques et éthiques qui outrepassent absolument la tautologie mathématique. Alors on pourrait dire, choisissez votre tendance. En vérité, il se trouve en général qu'on l'a déjà choisi sans le savoir. Mais j'ajouterais qu'il y a parfois, pour conclure, une mystérieuse harmonie de notre quatuor. Nos 4 solistes s'accordent sur ce qu'est une forme, mathématique ou art ne faisant plus différence. C'est quand se produit, dans un champ ou dans l'autre, une mutation si capitale, une nouveauté si lumineuse, qu'à son pouvoir, nul créateur de bonne foi ne peut résister, quelle que soit sa tendance. On peut dire que c'est la puissance propre de ce qui se donne, non comme la continuation d'une tendance ou d'une école,
mais comme un événement, si fort qu'il balaie les oppositions subjectives concernant la relation de l'art et de la science. Cette unification événementielle de ce que les autres tendances laissent séparer sont observables, par exemple, chez nous, pendant la Renaissance, ou aussi au tout début du XVIIe siècle, quand tout le monde circule. Vous le voyez exemplairement chez Descartes et son occurrence, tout le monde circule entre les nouveautés foudroyantes de la science et les mutations radicales des arts picturaux, musicaux, théâtraux. Pensez, pour trouver le personnage le plus approprié à cette vision, pensez à Léonard de Vinci. On le voit aussi au début du dernier siècle, avant la guerre de 14, quand une sorte de mouvement vertigineux gagne aussi bien la peinture que l'algèbre, la physique que la musique, l'axiomatique que le roman, la logique formelle que la poésie. Alors soudain, quelque chose se fait entendre quant à la forme, quant à son rapport aux anciennes formes, comme à son rapport à l'informe, quelque chose qui transite tout sujet et qui transite dans tous les domaines où des vérités sont en question. Pensez cette fois, exemple pris parmi bien d'autres, à Joyce, à Freud, à Einstein. C'est ce qu'on appelle, ce type de tourbillon, un événement des formes, ou un événement du rapport entre les formes d'une part, et d'autre part, quel que soit le registre de ces formes, l'idée qui les oriente. Ce sont des temps où, d'une certaine manière, la forme et son orientation idéale se confondent dans la création. Dans ces temps, chacun oublie son ancienne position, A, B, C ou D. Chacun peut dire, comme René Char, dans le texte poétique qui s'appelle « L'éclair me dure », l'éclair me dure, vous verrez tout de suite que le commentaire de cela est un résumé de mon énoncé, « l'éclair me dure ». Et René Char écrit tout ça. Comment dire ma liberté, ma surprise, au terme de 1000 détours? Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de plafond. Dans le mouvement des formes, entre les mathématiques sévères d'un côté, comme les nomme Lautréamont, mathématiques sévères, et de l'autre, musique, théâtre, poème, peinture, roman, architecture, sculpture, cinéma, danse, vidéo, performance, installation et tout ce qui vient et va venir, je pense que nous sommes aujourd'hui plutôt dans l'espace clos et confus des 1000 détours. Mais je pense que cela prépare à notre propre surprise cette liberté dont seul un événement de grande ampleur crée la possibilité inconnue, un monde où il n'y aurait plus ni fond ni plafond. Merci. Merci vraiment, je suis touché. Je veux simplement régler très rapidement quelques questions de date et d'organisation.
le prochain séminaire, si je peux dire régulier, normal, aura lieu le lundi 10 juin. Ça sera le dernier séminaire au sens ordinaire du terme. Ce sera le dernier de l'année académique 2023-2024. Alors il y aura, nous en avons parlé la dernière fois, un séminaire intermédiaire le lundi 27 mai. Dans les conditions ordinaires de temps et de lieu, donc ici même, dans les mêmes heures, mais un séminaire qui sera consacré à des questions qui m'auront été posées par ceux d'entre vous qui ont de vraies questions à poser à partir du contenu du séminaire de la présente année. Alors, il s'agira de questions qui auront dû, je le précise bien, on ne va pas être dans une oralité incontrôlable. Ces questions doivent me parvenir avant la séance du 27 mai, donc cette séance exceptionnelle, l'avant-dernière mais exceptionnelle. Et si possible même, notez ce point-là, les questions doivent me parvenir par écrit, si possible avant le 25 mai, que je puisse avoir un temps de préparation aux réponses. Alors pour cela, vous pouvez rédiger les questions que vous avez, si vous en avez, aussi fermement et brièvement que possible, et vous les envoyez par mail, donc si possible avant le 25 mai, à ma secrétaire Isabelle Vaudose. Donc vous devez noter son adresse mail, ceux qui ont l'intention de nous soumettre leurs questions, que je vous dicte. Mail où vous pouvez envoyer, quand vous voulez, avant le 25 mai, si possible, la question que vous, ou les questions que vous souhaitez poser et discuter. Alors, ISVODOZ, donc voilà l'adresse, ISVODOZ, @gmail.com. Je le redis, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, isvodoz, ISVODOZ, @gmail.com, gmail, gmail.com, com. Voilà. Et cela servira de véhicule avec la certitude que votre question soit reçue et sera donc traitée. Voilà. Alors, mes chers amis, à partir de maintenant, le 27 mai et le 10 juin. Merci encore une fois.